On entend dans le fond toujours ce train d'Elaziz Belkodja qui traverse, qui va justement de la Marsa à Tunis. Et c'est vrai que Tunis va jusqu'à la Marsa finalement maintenant, avec Carthage au milieu où nous sommes, avec une vue extraordinaire. Et la présence de Carthage est vraiment liée à l'histoire de Tunis. Oui, et même, je dirais même que c'est la seule spécificité de la Tunisie par rapport à tous les pays qui l'entourent. C'est 6 siècles et demi d'histoire très riche. Vous savez, l'histoire de Carthage, c'est la reine Élissa Didon qui est ici, sur cette colline. En fait, quand Élissa est arrivée à Carthage, Élissa avait demandé au roi qui était ici, au roi Maxitani qui vient de Amazir. Amazir, ce sont les Berbères qui étaient là, en fait, avant toute arrivée de toute civilisation. Alors le roi Amazir, quand il a vu arriver, bien sûr, il défendait son territoire. Alors, elle a voulu acheter autant de territoire que peut en contenir la peau d'un bœuf. Alors, bien sûr, il a dû rigoler, le roi. Il a dû lui dire oui, oui, je vous l'accorde. Et elle a pris alors cette peau de bœuf et elle l'aurait découpée en très fines lanières qu'elle aurait collées l'une derrière l'autre. Faire un grand fil. Pour faire voilà, un grand fil avec lequel elle aurait entouré cette colline sur laquelle on se trouve, qui est la colline de Birsa. Birsa qui veut dire bœuf, en fait, en phénicien. Et donc c'est ici qu'a commencé la grande histoire de Carthage. C'est certainement ici aussi qu'Élissa se serait immolée. Un geste qui nous rappelle celui de Bouazizi. Et cette immolation aussi a une belle histoire. Parce qu'au bout de quelques jours, le roi Maxitani est tombé amoureux d'elle. Et il lui a dit, écoute, d'une manière un peu brutale, il lui a dit, soit tu m'épouses, soit je refuse à ta communauté la possibilité de s'installer ici, à Carthage donc. Carthage qui veut dire nouvelle ville. Hein. Oui. Kart Adash veut dire nouvelle ville. Et d'ailleurs c'est proche de l'arabe, Qariya Haditha. Alors il lui a dit, soit tu m'épouses, soit je rejette ta communauté dans la mer. Et alors elle s'est mariée avec lui, donc ils ont, disons, signé l'acte de mariage. Et le soir même, avant la consommation du mariage, elle s'est jetée dans le feu. Donc elle a assuré à sa communauté la possibilité de rester ici, de s'installer, de continuer la fondation de cette ville. Et elle a assuré le respect de son serment. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que les Carthaginois ont toujours vénéré Élissa. Élissa Didon. Hein. Donc Didon, c'est la reine Didon. Didon, c'est le nom grec et Élissa, c'est le nom carthaginois. Ils l'ont vénéré jusqu'au dernier jour de Carthage, jusqu'en 146 avant Jésus-Christ, où la ville a été détruite par Scipion Émilien. Et c'est ici aussi, dans ce lieu où nous sommes, qu'il y avait le temple d'Eshmoun. C'était le dieu guérisseur de Carthage. Et c'est dans ce temple d'Eshmoun qu'a eu lieu la dernière résistance, en 146 avant Jésus-Christ. Et c'est là que 900 prêtres, au dernier moment, quand ils ont vu que leur ville allait tomber aux mains des Romains, 900 prêtres se sont jetés dans le feu. Il y a toujours cette histoire c'est incroyable, justement. De feu et d'immolation. Voilà. Et c'est pour ça que l'histoire de Carthage a commencé avec un sacrifice, et elle s'est terminée avec un sacrifice. Et ce qu'il y a eu entre les deux, vous voyez, Carthage n'a jamais connu de décadence. La seule décadence qui a eu lieu à Carthage, c'est une décadence politique. Carthage a un début, 814 avant Jésus-Christ, et Carthage a une fin, 146 avant Jésus-Christ. C'est deux dates, vous voyez, entre lesquelles il y a eu 6 siècles et demi de prospérité. Et ensuite, bien sûr, Carthage n'est pas morte parce que lorsque les Romains ont décidé d'envoyer des colons, Carthage est redevenue une ville très puissante qui a fait de l'ombre à Rome et qui était pratiquement la plus grande cité de l'Empire romain, qui a retrouvé très très vite sa richesse. C'est pour ça qu'il y a le mythe, on dit toujours que Carthage renaît de ses cendres. Après Rome. Carthage a aussi été, comme nous voyons derrière nous la basilique, Carthage a été ensuite un grand centre de la chrétienté. C'est ici que Saint Augustin a donné ses cours. Donc nous avons eu également une Carthage chrétienne. Oui, on se souvient de toutes les illuminations en fait, de Saint Augustin, de la naissance de sa philosophie ici à Exactement. Carthage. Et ensuite, le rayonnement de Carthage s'est arrêté avec l'invasion arabe. En l'an 700 pratiquement. La Tunisie avait résisté presque 50 ans à l'invasion arabe. Et en l'an 700, il y a eu la destruction définitive. Carthage et là, Carthage est devenue carrément une carrière. Et tout le monde s'est servi d'ailleurs. Quand vous voyez aujourd'hui les mosquées tunisiennes, les grandes mosquées tunisiennes, la plupart des éléments sont des éléments d'architecture romain, carthaginois.
Les grands palais aussi, Voilà. les villas. Cette ville a été basée pratiquement sur l'échange. Elle a créé, on dit l'empire de Carthage, c'est vrai, mais en fait, ce n'était pas un empire de domination, c'était un empire d'échange. Et donc, il y a une grande œuvre civilisationnelle qui a été faite, qui est partie de Carthage et qui a réuni, en fait, qui a voulu réunir la Méditerranée, 2 siècles avant César, pratiquement. Et c'est ça l'héritage carthaginois. Donc c'est vraiment... Qui est très actuel finalement. Vous en avez fin de eu compte, envie, oui. vous aussi, Abdelaziz Belkodja, de faire revivre cette histoire et de l'actualiser après la révolution tunisienne. Exactement, oui. Parce que d'abord, c'était une cité-État qui a connu la démocratie, qui a connu des institutions très élaborées. Ce sont des choses qui ont été complètement absentes de l'histoire de la Tunisie pendant des siècles, sinon des millénaires. Donc c'est pour ça qu'avec cette révolution, disons que nous avons envie de repartir sur une renaissance carthaginoise, bien sûr sans occulter les autres identités, mais disons politiquement, nous avons très envie de repartir à partir de l'histoire de Carthage parce que institutionnellement Carthage était riche, vous voyez, et humainement aussi et politiquement aussi. Et comme une révolution doit déboucher nécessairement sur des réformes politiques, on a été chercher celle-là dans notre histoire, dans l'histoire de Carthage. Alors ici, nous sommes donc sur la colline de Birsa. À droite, vous avez les fameux ports puniques, dont le port militaire, qui est considéré comme l'un des monuments les plus intelligents de l'histoire de l'humanité et les mieux conçus. Et derrière, vous avez une vue qui va jusqu'à Tunis. Nous sommes ici sur l'esplanade de la colline de Didon, donc de la colline d'Elissa, où on voit pratiquement tout. De l'autre côté, vous avez les thermes d'Antonin. Ici à gauche, nous avons la cathédrale Saint-Louis. Vous voyez, donc ici, là où nous sommes, vous avez 3000 ans d'histoire pratiquement. Et une histoire riche, parfois très douloureuse. Carthage a connu plusieurs destructions sans pitié. Et il y a une scène d'ailleurs qui est très, très dure, très rude, mais qui est en même temps belle. C'est celle de la dernière carthaginoise. Malheureusement, on n'a pas retenu son prénom. On sait que c'est la femme d'Asdrubal. Asdrubal qui était donc le dernier chef d'État à Carthage, qui était ici, au temple d'Eshmoun. Les Romains étaient en train d'essayer de prendre ce temple. Et à un certain moment, son époux, donc Asdrubal, est parti se jeter à genoux devant Scipion pour lui demander la vie sauve à ses enfants. Et là, la femme d'Asdrubal a apostrophé Scipion. Elle lui a dit tu es vainqueur, je te félicite pour ta victoire, mais je te demande une seule chose, c'est de punir mon mari qui a osé venir te demander la vie sauve pour moi et pour mes enfants. Et elle s'est jetée dans le feu avec ses enfants. Et c'est le dernier sacrifice de Carthage. Donc c'est une femme qui a été à l'origine de la création de Carthage. Et c'est une femme qui a clos ce cercle sacrificiel, en fait, en se jetant dans le feu avec ses enfants. Mais c'est pour vous dire que la femme a été très très présente dans l'histoire de la Tunisie. Et quand vous parlez des femmes, on pense aussi à l'histoire contemporaine et à tous ces acquis, justement, de Bourguiba, pour les libertés des femmes et tout. Alors aujourd'hui, dans cette Tunisie nouvelle, Tunisie qui se voit, en fait, on sent que la population a été étouffée et presque invisible, et tout à coup, on sent que tous les gens renaissent, en fait. Donc il y a une renaissance, vous dites, de Carthage peut-être, et aussi de chaque individu. Quel avenir vous croyez pour les femmes? Est-ce que vous croyez que la liberté des femmes est menacée ou pas du tout? D'abord, il faut remonter bien avant Bourguiba, vous savez, parce que la femme n'a pas été absente pendant des siècles. Dans la période musulmane, à Kérouan, nous savons qu'il y avait des contrats de mariage, qu'on appelle d'ailleurs le contrat kérouanais, qui permettait à la femme, au 7e siècle après l'invasion arabe, qui lui permettait de rejeter la polygamie. C'est-à-dire qu'elle faisait un contrat de mariage. Si jamais son mari voulait épouser une autre femme, elle avait droit au divorce et à la récupération de ses biens. Mais je crois que les femmes tunisiennes, quand même, tiennent beaucoup à leurs acquis, elles tiennent beaucoup à leur liberté, elles tiennent beaucoup à leur rôle actif dans la société. Vous savez, l'un des discours des islamistes, c'était de dire que pour résorber le chômage, il fallait que les femmes retournent chez elles et que les hommes prennent leur place. Mais c'est ridicule parce que même le prophète Mohammed a épousé une femme qui était d'abord de 10 ans son aînée, qui était une femme très active, une femme d'affaires, qui avait des caravanes de chevaux, qui était une très très grande commerçante. Le prophète lui-même est resté
monogame jusqu'à la mort de cette épouse-là qu'il a adorée. C'est-à-dire que ce sont des formules qui sont absentes de notre tradition d'abord et du Coran ensuite. Donc le message islamiste, franchement, ne nous impressionne pas beaucoup, vous savez. Bien sûr, il s'agit en face d'avoir un message clair, de ne pas être divisé. On essaye vraiment de donner une vision de la Tunisie qui soit proche de la réalité. Et cette vision de la Tunisie nous dit clairement que nous avons besoin de gestionnaires et pas d'imams au pouvoir. Nous avons besoin de résorber le chômage, nous avons besoin de réformer la société. Et pour ça, il y a franchement d'autres spécialités que d'être islamiste, vous voyez. Donc c'est sur ça qu'on se base et franchement, on est assez confiant, quoi.